Alors bonsoir, bonjour, bonsoir, je ne sais pas, 17h30, entre les deux, à toutes et à tous. Merci d'être à nouveau présents, nombreuses et nombreux, pour cette deuxième conférence. Alors, je vais faire l'hypothèse que la quasi-totalité d'entre vous était là déjà lundi dernier. Donc, je ne vais pas représenter le professeur David Bell. Donc c'est là qui donne la deuxième conférence d'un cycle de 4 conférences dans lesquelles il se propose modestement de repenser l'histoire globale des Lumières. Et donc la première, je vais simplement rappeler que la première conférence lundi dernier était consacrée à penser les relations entre les transformations socio-économiques du XVIIIe siècle, notamment la révolution commerciale, la révolution de la consommation et les transformations de la lecture et du monde médiatique. Et puis de l'autre côté, les mutations de la culture intellectuelle, des pratiques de lecture, d'écriture et donc de la culture critique associée aux Lumières. Et bien la deuxième conférence d'aujourd'hui, nous allons le savoir dans quelques instants, puisque donc, je donne la parole à David Bell. Merci beaucoup d'être là et merci à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus. Je dirais tout ça, et je tiens encore une fois à remercier mon collègue et mon ami Antoine Lilti de m'avoir invité, ainsi que Roberto Paiva ici, qui m'a aidé dans la préparation de ces cours. Et je dirais que oui, si c'est un peu ridiculement audacieuse de vouloir faire une interprétation des Lumières, c'est parce que je suis soutenu par les travaux énormément d'historiens dont j'essaie quand même un peu modestement de faire plutôt la synthèse que de tout refaire de nouveau. Et en premier lieu, M. Lilti lui-même. Donc la semaine dernière, j'ai ouvert cette série de conférences dont l'objectif est, comme M. Lilti a dit, d'élaborer un nouveau modèle pour situer les Lumières dans leur contexte socio-économique et politique. Et dans la première conférence, j'ai surtout parlé de l'économie et plus particulièrement de la révolution de la consommation. J'ai discuté des styles des Lumières, des relations à la fois réelles et imaginaires entre les écrivains et les lecteurs, et j'ai principalement évoqué la France. Pour illustrer mon argument, et aussi pour le mettre un peu à l'épreuve, j'ai présenté comme cas d'étude un homme qui, à première vue, était à distance, ou peut-être même à l'abri des transformations dont j'ai parlé. Une question que j'ai laissée de côté, quand même, était celle de la multiplicité géographique des Lumières, de la géographie des Lumières en général, et de ce qu'on a proposé d'appeler les Lumières multiples, qui était le sujet d'un colloque organisé ici récemment au Collège de France par Antoine Lilti. Un phénomène comme la révolution de la consommation dépassait bien sûr les frontières nationales, mais en même temps, elle avait des effets très inégaux selon les lieux et les époques. Une influence très forte et très précoce en Hollande, puis en Angleterre, puis en France, mais surtout dans les grandes villes. Une influence beaucoup plus faible et plus tardive dans d'autres lieux. D'ailleurs, les contextes étaient très différents. Les transformations sociales ont-elles les mêmes effets partout? Faut-il parler de lumières multiples ou plurielles? Pour répondre à ces questions et pour poursuivre mes réflexions, aujourd'hui, je vais changer de direction. La transformation dont je vais parler dans cette conférence ne concerne pas la consommation, mais la mondialisation et les rencontres entre les Européens et les pays hors d'Europe. L'aspect des Lumières auquel je vais m'intéresser est ce qu'on a appelé la découverte de la société, que je vais définir dans quelques instants. Je vais également sortir du cadre national français, au moins en partie, pour rapprocher 2 événements intellectuels. Le premier ayant lieu en France, le second en Allemagne. Ce sera une manière, encore une fois, de mettre mes arguments à l'épreuve et d'examiner si on peut établir des liens, voire identifier une seule dynamique de réflexion à l'œuvre dans 2 événements survenus dans des contextes qui étaient très différents du point de vue institutionnel, culturel et religieux.
Et pour ce faire, je vais aussi faire marche arrière dans le temps et parler de l'année 1721, l'aube des Lumières européennes. Chose curieuse, en 1721, en l'espace de 3 mois, 2 des événements intellectuels les plus importants du siècle ont eu lieu. Dans les 2 cas, ils avaient trait aux relations entre l'Europe et le reste du monde. Pourtant, les historiens ont très rarement tenté de penser ces 2 événements ensemble. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Voilà donc le premier événement. Au mois de mai 1721, une libraire huguenote d'Amsterdam, du nom de Suzanne Coe, publie la première édition des Lettres persanes du baron de Montesquieu, qui a alors 32 ans. Je ne dois pas m'attarder longuement sur une description de ce livre, qui est, après tout, un chef-d'œuvre absolu de la littérature française. Un roman épistolaire qui raconte le voyage de 2 persans en France. C'est à la fois une description satirique de la société française, une série de réflexions philosophiques, une expérience littéraire ludique et audacieuse, et une parabole où les relations entre l'aîné des persans, Usbek, et son sérail disparant illustrent la pensée politique que Montesquieu développera beaucoup plus profondément par la suite dans l'esprit des lois. Montesquieu s'intéresse depuis plusieurs années aux sociétés non européennes. Il dévore les récits de voyage, dont 2 sur la Perse, et il se lie d'amitié avec un jeune Chinois, Arcadio Huang, et prend des notes sur leur conversation. Les lettres persanes sont aussi un exemple presque parfait du genre d'écriture dont j'ai parlé la semaine dernière, car Montesquieu donne au lecteur la tâche de trouver un ordre dans la série quelque peu désorganisée des lettres et de lier les observations que les Persans font sur la France aux contes philosophiques qu'ils racontent et à la parabole d'Usbek et de ses femmes. Existe-t-il vraiment une chaîne secrète entre les lettres, comme Montesquieu lui-même l'a laissé entendre plusieurs années plus tard? Une grande experte de Montesquieu, Catherine Volpilliac-Auger, ne le pense pas, mais n'empêche, plusieurs générations de lecteurs l'ont cherché, cette chaîne secrète, et cela aurait sans doute plu à l'auteur. La publication d'un tel livre n'était pas sans danger pour Montesquieu, malgré son statut privilégié de noble et de magistrat au Parlement de Bordeaux. Surtout la lettre où le jeune persan Rica observe de manière naïve qu'il y a 2 grands magiciens dans le monde, le roi de France et le pape, ça allait faire scandale. L'auteur sait qu'il n'a aucune chance de publier le roman avec privilège et approbation officielle. Il demande au censeur une permission tacite qui aurait permis au livre de circuler librement en France, mais cette permission lui est refusée. Il était certes facile pour les contrebandiers quand même de faire entrer ce livre en France, mais la police était à l'affût. En décembre 1721, il saisit 50 exemplaires du livre dans une librairie de Rouen. Pourtant, Montesquieu ne subit pas de conséquences personnelles. 6 ans après la publication, le cardinal de Fleury, alors Premier ministre de la France, juge le livre détestable et il essaie d'empêcher l'entrée de Montesquieu à l'Académie française. Mais, après une brève discussion avec Montesquieu lui-même, il change d'avis. Par ailleurs, le livre connaît un succès fulgurant, avec plusieurs éditions, des traductions en anglais et dans d'autres langues. Montesquieu est admis dans les salons les plus prestigieux de Paris. Il devient une star de la littérature française. Il y aura des attaques plus sérieuses contre le livre, mais ils viendront plus tard, après la publication de l'Esprit des lois et après que les Lumières seront devenues un objet explicite de controverse et de condamnation, quelque chose que je vais discuter dans ma 4e conférence. Je me tourne donc maintenant vers le second événement et je vais en parler un peu plus longuement parce que c'est moins connu de ce côté du Rhin. 2 mois après la publication des Lettres persanes, un professeur allemand, Christian Wolff, prononce un discours à l'université de Halle, dans le royaume de Prusse en Allemagne. Et c'est au sujet, et il parle de la philosophie pratique des Chinois. À première vue, cet auteur et son discours n'ont rien en commun avec Montesquieu, si ce n'est le choix d'un sujet extra-européen.
Certes, Christian Wolff n'a rien d'un grand noble. Il est fils d'un tanneur protestant de la Silésie, alors autrichienne, et c'est un garçon qui a réussi, grâce à son intelligence, à son énorme capacité de travail et à la méritocratie relative du système scolaire allemand, à obtenir une chaire de mathématiques à l'université de Halle déjà en 1707, à l'âge de 28 ans. Et cette institution occupe une place très particulière dans le monde universitaire du Saint-Empire. La famille régnante de Brandebourg-Prusse, les Hohenzollern, est calviniste. Et il a fondé l'université en 1691 pour contrecarrer l'influence des luthériens qui dominaient dans le pays et dans l'enseignement supérieur en Allemagne protestante. L'université de Halle est confessionnelle, mais elle abrite une gamme de pensées assez large. Dans les années 1710, Christian Wolff tire avantage de cet environnement pour développer des idées audacieuses. Il est un disciple du philosophe Leibniz, mais lui, il ambitionne de créer un système de pensée global qui réunira les mathématiques, les sciences naturelles et la philosophie. Il n'aime pas du tout que la philosophie soit reléguée à l'université, à une position inférieure aux disciplines canoniques que sont la théologie, la médecine et le droit. De plus, il commence à flirter avec le déisme. C'est d'ailleurs un professeur charismatique qui attire une foule d'étudiants à ses cours. C'est l'Antoine Lilti de ses jours. Et à l'instar de Leibniz, il lit les traductions en latin des œuvres publiées sur la Chine, y compris des œuvres canoniques de la philosophie chinoise réalisées par des jésuites français, Philippe Couplet et François Noël. Wolff insistera plus tard sur le fait que cette lecture de la philosophie chinoise n'a fait que renforcer ses propres idées, mais l'historien allemand Heiner Rötz a affirmé dans un article tout récent que la philosophie chinoise a eu une influence réelle sur sa pensée. Vers la fin des années 1710, des conflits éclatent entre Wolff et des professeurs rivaux qui sont pour la plupart piétistes, c'est-à-dire qu'ils sont adhérents d'un mouvement qui conteste le luthéranisme de l'intérieur, qui met l'accent sur une foi personnelle fervente, centrée sur la Bible et sur le drame de la Renaissance dans le Christ. L'hostilité est renforcée par des querelles institutionnelles du genre de celles qui ne cessent pas de se produire dans le monde universitaire encore aujourd'hui, même aux États-Unis ou en France. Plus précisément, un rival piétiste de Christian Wolff, le théologien qui s'appelle Joachim Lange, lui en veut. Pourquoi ? Parce que Wolff, en tant que recteur temporaire de l'université, refuse de nommer le fils de Lange à un poste d'adjoint. Nous arrivons donc au 12 juillet 1721. Le mandat de Wolff comme recteur se termine et il doit céder sa fonction à son successeur. En l'occurrence, c'est son ennemi, Joachim Lange. Pour l'occasion, un grand discours en latin doit être prononcé et Wolff choisit pour thème la philosophie pratique des Chinois. Le discours lui-même est sec et difficile, mais le sujet est audacieux. Tout d'abord, les textes traduits par les jésuites prétendent que l'histoire chinoise remonte à une date antérieure à celle de la création du monde, selon les savants chrétiens. Ensuite, Wolff pose une question épineuse. Les Chinois ont-ils une idée claire de Dieu, du divin ? Déjà, les jésuites Couplet et Noël avaient répondu que oui. Pierre Bell, dans son dictionnaire historique et critique, affirme que non. Leibniz a soutenu les jésuites, mais Wolff, pour sa part, penche plutôt du côté du huguenot Pierre Bell, donc pour la négative. Mais ce n'est pas là sa grande provocation. C'est plutôt ce qu'il dit ensuite en essayant d'éclairer et d'évaluer ce qu'il appelle les principes cachés de la philosophie chinoise. Il affirme alors la chose suivante. Parce qu'il existe une harmonie préétablie dans la nature, une idée dont il est redevable à Leibniz, la connaissance de celle-ci peut mener à la même sagesse que celle apportée par la grâce divine, même si, comme les Chinois, on n'a aucun sens direct du divin. Donc, je cite Wolff, « Les principes de la sagesse chinoise sont en parfait accord avec les nôtres. » On peut donc avoir une conduite morale même en l'absence de la connaissance de Dieu. C'est très audacieux pour l'époque.
Wolf ne s'en tient pas là et commet bien d'autres provocations aussi dans ses discours. Par exemple, il affirme que Confucius représente pour les Chinois ce que Jésus-Christ représente pour les chrétiens, ce que Moïse représente pour les Juifs et ce que Mahomet représente pour les musulmans, comme si le christianisme n'était qu'une religion parmi d'autres. Quand il parle des objections éventuelles à ces arguments, il attribue ces objections, et je cite, à des hommes d'une sagesse supérieure qu'on honore du nom des théologiens. Le sarcasme est évident. Et à la fin du discours, il offre des louanges rituelles à son successeur Lang, mais il le décrit aussi comme en latin, polygraphus celeberimus, ce qui peut signifier un écrivain célèbre et prolifique, mais aussi un gribouilleur frénétique. Les ennemis de Wolf à l'université de Halle traitent ce discours comme une déclaration de guerre. Le lendemain de la cérémonie, un dimanche, un homme qui était à la fois pasteur et théologien dénonça Wolf depuis sa chaire. Le lundi, l'influent philanthrope piétiste August Hermann Francke, doyen de la faculté de théologie, demande à Wolf de lui donner une copie manuscrite du discours pour que les théologiens l'évaluent. Et Wolf dit non, il refuse. Lang, le nouveau recteur, menace de retirer les bourses des étudiants qui continuent à assister aux cours de Wolf. Mais il dit à ses propres élèves d'aller espionner dans ses cours. La faction anti-Wolf demande également à l'université de limiter l'enseignement de Wolf, de les limiter aux mathématiques et aux sciences naturelles. Wolf réussit à faire valoir l'argument que les membres du corps enseignant n'ont pas le droit de discipliner ainsi un collègue. La controverse éclate dans la presse, avec au moins 126 pamphlets qui s'en prennent à Christian Wolf et presque autant qui le défendent. 3 principaux reproches lui sont adressés. Premièrement, certains expliquent que la thèse wolfienne d'une harmonie préordonnée dans le monde annule l'effectivité du libre arbitre. Deuxièmement, l'idée que la conduite morale ne nécessite que l'exercice de la raison efface, aux yeux de certains critiques, la tâche du péché originel et par conséquence la nécessité de la grâce divine. Enfin, les critiques les plus extrêmes accusent Wolf de confondre Dieu et la nature et de soutenir que l'on peut avoir de la vertu sans religion, ce qui ferait de lui un adepte secret de Bénédicte Spinoza, en d'autres termes, un athée. Après plusieurs mois, les disputes semblent se calmer. Pourtant, 2 ans plus tard, les ennemis de Wolf parviennent à porter l'affaire à l'attention du roi de Prusse, Frédéric Guillaume, le soi-disant roi soldat. C'est un homme vulgaire et violent, dévoué à l'armée et à peu d'autres choses. Les piétistes lui disent que, selon la philosophie déterministe de Christian Wolf, si les soldats font désertion, ce ne sera pas leur faute. Ils n'auront pas eu le choix. Tout est déterminé. Le roi est choqué. Il renvoie Wolf de son poste universitaire. Il lui ordonne de quitter le territoire de la Prusse dans un délai de 48 heures sous peine de mort. Wolf obéit. Pourtant, sa vie n'est pas ruinée. Depuis longtemps, il est devenu une star du monde universitaire allemand et plusieurs institutions ont essayé immédiatement de l'embaucher. Il quitte la Prusse, mais il accepte immédiatement une offre de l'université de Marbourg, en Hesse, où il restera 14 ans. Puis, à la mort de Frédéric Guillaume, en 1740, le nouveau roi, c'est son fils Frédéric II, Frédéric le Grand, rappelle Wolf à Halle, et Wolf sera en poste jusqu'à sa mort, en 1755. Voici donc les 2 événements intellectuels de l'année 1721. L'événement français est bien sûr mieux connu, du moins de ce côté du Rhin. Pourtant, en Allemagne, le discours de Wolf et ses suites continuent à être vivement discutés de nos jours. L'article de Heiner Rutz, que je viens de citer, appelle cet événement l'un des événements clés de toutes les Lumières, non pas seulement les Lumières allemandes. Et la bibliographie sur l'affaire est immense. À première vue, il paraîtrait tout aussi évident que malgré la coïncidence chronologique et malgré l'invocation des peuples non européens, ces 2 événements font partie de 2 courants séparés, différents des Lumières. Nous avons d'un côté le noble français, enjoué, éclectique, face au professeur allemand austère avec son éthique de travail stachonoviste. Nous avons le monde brillant des salons français face aux salles grises d'une université allemande.
Nous avons un roman vernaculaire osé et immensément populaire, vendu sous le manteau face à une oraison latine abstraite et académique. Ces nombreux contrastes ne confirment-ils pas les stéréotypes nationaux à un degré presque comique, tout en démontrant qu'un gouffre plus profond que le Rhin séparerait les lumières françaises des lumières allemandes? Comme pour enfoncer le clou, rien n'indique que Montesquieu et Wolff connaissent beaucoup, si ce n'est quoi que ce soit, du travail de l'autre. Il y a quand même des similitudes entre les deux auteurs. Tout d'abord, entre les deux auteurs, avant d'arriver au texte. Les deux auteurs sont tous les deux des polymathes qui s'intéressent à de nombreux sujets. On connaît bien sûr les sujets traités par Montesquieu, l'histoire romaine et française, la biologie et la physique, le climat, les constitutions, les caractères des peuples, la philosophie, le droit, et ainsi de suite. Christian Wolff écrit sur les mathématiques, la physique, la culture des grains, le droit international, la métaphysique, la théologie et bien d'autres choses. Il est toute une université à lui seul. En outre, les deux hommes embrassent avec enthousiasme les nouvelles institutions et pratiques qui sont en train de transformer la République des lettres européenne. En 1716, Montesquieu rejoint la toute nouvelle Académie royale de Bordeaux. Il prend une part active à son fonctionnement. Il présente des communications sur des sujets scientifiques et religieux. Il parraine un concours sur l'anatomie. Il propose un ambitieux projet collectif sur l'histoire naturelle. Il aspire également à intégrer les salons aristocratiques parisiens. Quant à Christian Wolff, dans les années 1710, il devient membre correspondant de la Royal Society de Londres et de l'Académie de Berlin, tout en déclinant une invitation de Pierre le Grand à diriger la nouvelle Académie de Saint-Pétersbourg. Il devient également un pilier du journal scientifique international Acta Hereditarum. Entre 1705 et 1731, il y publie pas moins de 485 comptes rendus de livres et 48 autres articles. Je l'ai appelé stachanoviste et je pense que c'est vrai. Il y a des similitudes, mais il y a aussi des similitudes surprenantes entre le roman du français et le discours de l'allemand. Voici la plus frappante peut-être. Au début du discours, Wolff explique à ses auditeurs que Confucius n'était pas le fondateur de la philosophie chinoise, je le cite. Celle-ci dérivait à l'origine des anciens souverains chinois, qui étaient de véritables rois philosophes, à la manière de ceux dont rêvait Platon. Cependant, sous la dynastie Zhou, qui régna de 1046 à 256 avant Jésus-Christ, et je cite Wolff, « les dirigeants s'écartaient du chemin de la vertu, les maîtres négligeaient leurs devoirs, les sujets se détournaient de la morale et s'abandonnaient au vice et à la dépravation. C'est alors que la Providence fait surgir Confucius. Confucius étudie, selon Wolff, les annales anciennes, il en tire les leçons les plus utiles, il les incarne dans sa propre vie, il les met par écrit, il les transmet à ses disciples. Les Chinois écoutent ces enseignements et retrouvent ainsi leur propre bonheur. » Les lecteurs de Montesquieu se rappelleront peut-être que cette histoire ressemble étrangement à l'un des contes philosophiques les plus connus des lettres persanes. Dans une série de lettres à son ami Mirza en Perse, le voyageur ouzbek raconte l'histoire d'un peuple ancien appelé les troglodytes, dont l'individualisme et l'égoïsme les mènent dans une guerre civile, anarchique et à la quasi-extinction. Heureusement, et je cite Montesquieu, il y avait dans ce pays deux hommes bien singuliers. Ils avaient de l'humanité, ils connaissaient la justice, ils aimaient la vertu. Fin de citation. Ces deux hommes sauvent les survivants meurtris et établissent une république vertueuse. Sauf qu'avec le temps, la vertu commence, comme vous savez, à leur peser. Ils appellent un roi pour les gouverner. Je reviendrai sur ce parallélisme intéressant et sur sa signification. Mais le thème général liant les deux ouvrages est ce qu'on a appelé la découverte de la société, ainsi que l'importance pour celle-ci de l'observation du monde extra-européen. Donc je vais passer à cette question de la découverte de la société. Qu'est-ce que j'entends par là? Il s'agit de la naissance de l'idée qu'il existe un domaine de relations humaines que l'on appelle tout simplement la société, sans épithète ni complément. Comme l'a montré l'historien Keith Michael Baker, c'est au XVIIIe siècle que le vieux mot « societas »
ou société acquiert une nouvelle signification. Jusque-là, il avait des sens beaucoup plus restreints. Il fallait lui adjoindre un épithète. On parlait d'une société de quelque chose, ou de la société civile, qui était plus ou moins un synonyme de la sphère politique. Ce n'est qu'au début du XVIIIe siècle qu'on commence à parler de la société tout court et de la définir comme le terrain fondamental de l'existence humaine, un domaine à la fois purement terrestre et indépendant des institutions politiques, un domaine dont l'existence en fait est antérieure à ces institutions. D'ailleurs, et ici je cite Michel Foucault, ce domaine paraît posséder, je cite, ses propres lois et mécanismes de réaction, ses réglementations ainsi que ses possibilités de désordre. Fin de citation. Mais ces lois et mécanismes, n'étant ni d'ordre divin, ni l'octroi du souverain, mais plutôt le résultat d'un processus historique particulier, ils peuvent être considérés comme susceptibles d'être critiqués et d'être modifiés. Cette idée nous est aujourd'hui si familière qu'il est facile d'oublier qu'elle est d'origine relativement récente, au XVIIIe siècle. Plusieurs penseurs célèbres, plusieurs historiens, ont proposé des explications de cette découverte de la société. Pour Karl Polanyi, dans La Grande Transformation, grand livre sur les débuts du monde capitaliste, cette transformation est liée à l'avènement du marché moderne. Selon Polanyi, le capitalisme naissant avait besoin de concevoir un cadre économique où le principal moteur était la volonté des individus de satisfaire leurs besoins matériels et de pouvoir effectuer des calculs rationnels à partir de cette vision. En revanche, pour la grande philosophe Hannah Arendt, dans La condition de l'homme moderne, la découverte de la société provient plutôt de la prise de conscience par les philosophes du XVIIIe siècle des pressions à la fois politiques et psychologiques exercées sur les individus dans la modernité afin de les faire conformer à un modèle unique de l'humain où dominent, comme chez Polanyi là, les nécessités matérielles et la vie pure. Jean-Jacques Rousseau et son concept d'amour-propre occupent une place centrale dans l'analyse de Hannah Arendt. Pour Michel Foucault, la découverte de la société va de pair avec les nouvelles pratiques de surveillance et de gouvernementalité du XVIIIe siècle, ainsi qu'avec l'ambition croissante des États de manipuler des populations entières. Je le cite, « Dès l'instant où l'on doit manipuler une société, on ne peut pas la considérer comme complètement pénétrable par la police. Il devient nécessaire de réfléchir sur elle, sur ses caractéristiques propres, ses contraintes et ses variables. » Fin de citation. Les historiens, quant à eux, ont proposé des explications plus ciblées. Nicholas Phillipson, grand historien des Lumières écossaises, affirme que les Écossais ont commencé à réfléchir sur la société au moment où l'Écosse a perdu sa souveraineté avec l'acte de l'union avec l'Angleterre de 1707, ce qui les a amenés à détourner le regard de la vie politique vers d'autres formes de relations humaines. Ces travaux sont d'autant plus importants car c'est surtout en Écosse que la pensée de la société est élaborée avec le plus de sophistication dans la deuxième moitié du siècle. Daniel Gordon a avancé un argument analogue pour la France, mais en insistant sur l'étouffement de la vie politique par l'absolutisme Louis XIVien. Enfin, Keith Baker situe la découverte de la société par rapport aux transformations religieuses de la fin du XVIIe siècle, notamment l'essor du jansénisme. Selon lui, il résulte de l'idée que Dieu ne joue plus un rôle actif dans les affaires du monde, mais le laisse fonctionner selon ses propres règles et lois. Pour citer Baker, il semble que la société ait émergé en réponse au problème de l'augustinisme comme un juste milieu entre la grâce et le désespoir. J'ajoute que plusieurs de ces écrivains reconnaissent le lien très important entre le concept de société et les théories du droit naturel qui remontent jusqu'à Thomas d'Aquin, et surtout chez Pufendorf, qui a avancé l'idée que la sociabilité humaine est une loi naturelle. Pourtant, l'invention d'un concept spécifique qui désigne un espace, un terrain, pour ainsi dire, un phénomène, ça change la donne et crée de nouvelles possibilités de réflexion et aussi d'action. Ces explications ne sont pas nécessairement en contradiction l'une avec l'autre. On peut imaginer que tous ces facteurs ont contribué à leur façon à la découverte d'un objet qui devait recevoir le nom de société. Toujours est-il que la plupart de ces explications sont assez abstraites.
il est postulé qu'il doit exister un rapport entre une série de changements d'une part et l'émergence d'un nouveau concept de l'autre. La grande exception peut-être est l'explication de Foucault, qui s'appuie sur une base de données bien connue, c'est-à-dire les grandes enquêtes menées depuis la fin du règne de Louis XIV sur l'état des populations et des ressources naturelles du royaume de France. Mais il y a aussi un facteur clé et très spécifique qui est absent de toutes les œuvres que j'ai discutées ici, à savoir les récits de voyage et les observations des peuples non européens. Or, il va sans dire qu'en 1721, ce genre de récit du monde non européen est déjà plus de 2 siècles d'existence. Dès le XVIe siècle, grâce aux ouvrages de Montaigne, de Las Casas et d'autres, ces récits ont poussé les Européens à réfléchir aux différentes formes de relations humaines, de relations sociales. Ils poussent les Européens à remettre en question leurs propres idées, leurs propres pratiques. Au XVIIe siècle, les missionnaires chrétiens, surtout les jésuites, commencent à publier des récits extrêmement détaillés des mœurs et coutumes des peuples qu'ils cherchent à convertir. Ils savent très bien que pour réaliser de véritables conversions, c'est-à-dire pour toucher les cœurs et les esprits d'âmes autrement perdues, il faut comprendre ce que les motive, c'est-à-dire le système de relations humaines qui les gouverne. Cela dit, ici, quelque chose de très important change vers la fin du XVIIe siècle. Tout d'abord, il y a tout simplement une intensification des contacts à la suite de l'expansion des populations européennes vivant hors d'Europe. Les puissances européennes nourrissent des ambitions croissantes de considérer leurs possessions outre-mer comme des parties intégrantes de leurs empires, sur lesquels les métropoles doivent exercer un contrôle ferme, et non comme des colonies éparpillées et quasi indépendantes, gérées pour la plupart par des compagnies commerciales. Ici, bien sûr, nous ne sommes qu'au début d'un processus très long et très compliqué. Il y a aussi l'essor du scepticisme religieux, qui facilite l'examen neutre des coutumes non européennes, sans l'obligation de les condamner d'emblée comme païennes ou hérétiques. L'historien Alexander Bevilacqua a montré les effets de ces changements dans un très beau livre qui s'appelle « The Republic of Arabic Letters », la République des lettres arabes, qui retrace les efforts des savants européens à partir de 1650 pour offrir une image précise et souvent sympathique du monde arabe et des coutumes musulmanes, une image qui n'est imprégnée ni de préjugés religieux, ni de l'orientalisme qui caractérisera plus tard les observations occidentales de l'Orient. En conséquence, la fin du XVIIe siècle marque aussi un tournant vers la systématisation et la théorisation dans l'observation des peuples extra-européens. Dès 1665, un Anglais d'ascendance huguenote, Paul Ricoeur, publie l'histoire de l'état présent de l'Empire ottoman. C'est un livre qui met en avant le gouvernement ottoman, mais qui consacre des centaines de pages aux mœurs et coutumes des peuples de l'Empire. Ensuite, on peut mentionner la publication de 2 livres célèbres qui marquent un pas décisif. En France, en 1724, le père Joseph François Lafitau, un jésuite, publie Les mœurs des sauvages américains, pas bien écrit, comparé aux mœurs des premiers temps. Ce livre va bien au-delà des relations antérieures des jésuites, car Lafitau affirme pour la première fois, de manière aussi explicite, que les peuples indigènes américains ressemblent aux anciens peuples européens, par exemple aux Grecs. Les différences ne tiennent donc, selon lui, ni à la race, ni même à la religion, mais à la chronologie et au stade d'évolution différents occupés par les divers peuples. C'est la naissance de ce qu'on va appeler l'histoire conjecturale et de l'idée qu'il existe une échelle unique et universelle du progrès des sociétés. Même si Lafitau se sert rarement du mot « société », ce sont bien des sociétés dont il s'agit, car chez lui, les mœurs d'un peuple ne sont pas créées par leur forme de gouvernement, mais ont une origine indépendante. Et ça, c'est le point important. Par ailleurs, un an avant la parution de ce livre, des libraires et graveurs huguenots en Hollande lancent la publication de leur grand recueil Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde. C'est un ouvrage encyclopédique, bien étudié par Lynn Hunt, Margaret Jacob et Winan Meinhardt.
Il tente de présenter de manière systématique un tableau de toutes les religions mondiales pour en relever les structures communes. Donc, la systématisation et la théorisation des sociétés non européennes. Et c'est cette évolution qui rend possible le regard des Lumières sur les sociétés non européennes, dont le politologue Sankar Muthu a souligné l'importance dans un autre livre majeur, Enlightenment Against Empire. Ceci est un livre dont l'objectif est de contrecarrer, et vous avez entendu peut-être M. Lilti parler de ce livre, c'est un livre dont l'objectif est de contrecarrer l'image des Lumières comme le lieu de naissance de l'impérialisme moderne. Ce livre insiste sur le fait que plusieurs philosophes du XVIIIe siècle, surtout Diderot, Herder, Kant, accordent aux peuples non européens ce qu'ils appellent de l'autonomie et du pouvoir d'action culturelle. Autrement dit, les cultures de ces peuples fonctionneraient selon des principes distincts et originaux qui pourraient être découverts et décrits. Et Sankar Muthu ne prête pas attention au concept de société, mais en réalité, les idées qu'il analyse n'auraient pas été pensables sans ce concept d'un espace autonome et autorégulateur de relations humaines. Je voudrais donc, excusez-moi, c'était un peu dense et rapide, je sais, mais je voudrais donc développer l'idée que la découverte de la société à l'époque des Lumières a eu lieu en rapport très étroit avec cette observation des peuples non européens. Les récits de voyage et des livres comme celui de Lafitau ont offert aux penseurs des Lumières des exemples de schémas de leurs relations humaines réelles et spécifiques, distinctes de ce qu'ils connaissent en Europe, et les ont incités à réfléchir sur ce qu'ils commençaient à appeler les différences sociales, ainsi que sur les principes qui régissent le fonctionnement des sociétés en général. En même temps, le concept de société qui est en train d'émerger leur a donné un outil intellectuel ultra important pour les aider dans les généralisations qu'ils développent à propos de ces peuples étrangers. Voici donc le cadre intellectuel dont nous pouvons situer les deux événements et les deux textes dont j'ai parlé au début de cette conférence. Et je voudrais maintenant revenir à leur étude et montrer comment ces deux textes et ces deux auteurs ont contribué à la découverte de la société dont je viens de parler. Et en réalité, étant donné l'importance majeure de ces deux événements dans l'histoire intellectuelle du XVIIIe siècle, je voudrais même avancer l'idée que c'est à ce moment-là, en 1721, qu'il a eu lieu un tournant décisif dans l'histoire des Lumières vers la question de la société et de son fonctionnement. La société était, pour ainsi dire, dans l'air du temps, oui, mais pour concentrer l'attention des Européens sur elle et pour amener les Européens à envisager d'agir sur elle, sur la société, de la transformer, de la modeler et de le faire sans inspiration divine, il fallait des œuvres de réflexion sérieuses et peut-être l'étincelle de la controverse. Or, en 1721, avec l'aide de Persans et de Chinois imaginaires, ou quasi-imaginaires, Montesquieu et Christian Wolff lancent précisément deux étincelles. Commençons par Montesquieu. Évidemment, les lettres persanes sont un roman. Elles ne sont pas une étude systématique d'un peuple étranger, comme par exemple l'ouvrage du père Lafitau. Par ailleurs, dans la mesure où le roman relève d'une réflexion sur une société, c'est autant la société française que la société perse qui est visée. C'est à travers le regard de l'étranger que Montesquieu veut exposer les qualités essentielles de sa propre société, qu'il qualifie de liberté d'esprit, l'amour de la conversation, la passion pour la gloire et pour la mode, et aussi les soi-disant bizarreries d'esprit françaises, l'inconstance, l'irrationalité et même le règne de l'arbitraire. Mais qu'est-ce qui distingue le plus les Français des autres peuples du monde? Voici ce que dit le voyageur persan Rica, et je cite, « On dit que l'homme est un animal sociable. Sur ce pied-là, il me paraît que le Français est plus homme que tout autre. C'est l'homme par excellence, car il semble fait uniquement pour la société. » Par ailleurs, ce bon mot du jeune Rica, le plus léger, le plus enjoué des voyageurs, est renforcé par la déclaration plus générale et plus abstraite de son compagnon, plus âgé et plus sérieux, Usbek. Je cite la lettre 95 du roman de Usbek. « Je n'ai jamais ouï parler
du droit public qu'on ait commencé par rechercher soigneusement quelle est l'origine des sociétés. Ce qui me paraît ridicule, dit Husbeck. Les hommes naissent tous liés les uns aux autres. Un fils est né auprès de son père, il s'y tient. Voilà la société et la cause de la société. On voit que bien avant la rédaction de l'Esprit des lois, Montesquieu comprend déjà le statut fondamental de ce phénomène nouvellement découvert, c'est-à-dire la société. Et ce n'est pas uniquement la société qui est en jeu. Bien sûr, Montesquieu n'a pas mené de recherche très profonde sur la société perse. Il a commis de nombreuses erreurs, même dans ses descriptions de celle-ci. Il n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, certains critiques traitent le livre de Montesquieu comme une pure fantaisie orientaliste, grivoise, qui n'a pas grand-chose à voir avec la Perse réelle. Mais bien que Montesquieu n'ait en aucun cas offert une image complète et précise de la vie persane, le texte montre qu'il a investi des efforts considérables dans ses lectures sur elle, en accord avec l'attention sérieuse portée désormais au monde non européen. Et il serait difficile de soutenir que ces lectures n'ont fait que le confirmer dans ses préjugés antérieurs. Montesquieu n'a pas de difficulté, par exemple, à décrire les arrangements politiques persans dans un langage européen familier. Il y a un roi, il y a de grands seigneurs, des codes de loi, et ainsi de suite. Mais les coutumes et les croyances persanes résistent à une telle assimilation facile, et Montesquieu souligne délibérément leur étrangeté en utilisant des termes comme molak, derviche, et en insistant sur le fait que les hommes, à l'exception des maris, pères et eunuques, ne peuvent même pas poser les lieux sur une femme persane sous peine de mort. Il présente également ces coutumes et croyances étrangères comme représentant un système cohérent et suggère ainsi que les différentes parties du monde ont des systèmes sociaux et culturels qui fonctionnent selon des logiques différentes. Et il renforce ce point par des expressions provocatrices de relativisme. Je cite, « On a dit fort bien, écrit Rica, que si les triangles faisaient un dieu, il lui donnerait 3 côtés. » Il est vrai que dans une autre lettre, Rica semble prétendre que les relations sociales dépendent entièrement de la politique. Je le cite, « Le prince imprime le caractère de son esprit à la cour à la ville aux provinces. L'âme du souverain est un moule qui donne la forme à toutes les autres. » Un peu Norbert Elias avant la lettre. Mais ce passage est en contradiction non seulement avec le reste du livre, mais même avec le reste de cette lettre, qui présente la France comme une nation de caprice, cette changeante nation. Mais pour voir à quel point l'idée de la société est au cœur des lettres persanes, il faut se tourner vers les chapitres centraux du roman. Dans la lettre 97, le chef des eunuques d'Uzbek lui écrit depuis la Perse pour l'avertir des troubles dans le sérail. Il explique que pour gérer les femmes qui ont des désirs complexes et des intérêts divergents, il faut tempérer une autorité stricte par l'affection. Uzbek avait fourni les dieux, mais en son absence, les serviteurs castrés ne peuvent faire autre chose que, et je cite, leur montrer une odieuse sévérité. L'eunuque supplie Uzbek de revenir en Perse. Il se plaint que les gardiens du sérail ne possèdent, et je cite encore, qu'un vain fantôme d'une autorité qui ne se communique jamais tout entière. De ce fait, les passions puissantes des femmes ont commencé à échapper dangereusement à tout contrôle. Et la lettre préfigure bien sûr les catastrophes qui surviendront dans le dénouement du roman, illustré par cette image-là, le suicide de la femme préférée d'Uzbek, Roxane. Mais la lettre que j'ai citée offre aussi la reconnaissance la plus explicite par Montesquieu que le sérail est une allégorie politique qui illustre le danger de la dégénérescence de la monarchie en despotisme, thème qu'il poursuivra bien sûr dans l'Esprit des lois. Surtout, l'emplacement de cette lettre au corps du roman n'a rien d'anodin. À peine 4 lettres plus tôt, Uzbek rapporte à Rédi, un voyageur persan en Italie, la mort du roi Louis XIV, un monarque souvent accusé de tendances despotiques. Et 2 lettres plus tard, Uzbek commente la sociabilité naturelle des êtres humains dans le passage que j'ai lu il y a un moment. Et puis, immédiatement après la lettre de l'eunuque, Uzbek écrit à un derviche soufi en Perse au sujet de la science naturelle. Les savants européens n'ont pas, admet-il, et je cite,
Ils n'ont pas atteint jusqu'au fait de la sagesse orientale, ni reçu de révélation divine d'Allah, un petit clin d'œil rusé de Montesquieu. Pourtant, et je le cite encore, c'est Usbek qui parle des Européens, laissés à eux-mêmes, privés de saintes merveilles, ils suivent dans le silence les traces de la raison humaine. Ils ont débrouillé le chaos et ils ont expliqué par une mécanique simple l'ordre de l'architecture divine. Ils ont découvert des lois générales, immuables, éternelles, qui s'observent sans aucune exception, avec un ordre, une régularité et une promptitude infinie dans l'immensité des espaces. Très bel passage, très beau passage. Usbek compare ces lois physiques à celles promulguées par les législateurs ordinaires qui qualifient d'inconsistantes au plus haut point possible. Mais ne serait-il pas possible de découvrir l'équivalent humain et social de ces lois immuables et éternelles du monde physique? Révéler les lois qui gouvernent les relations sociales de la société. Dans les lettres persanes, Montesquieu laisse la question en suspens, mais il apportera bien sûr une réponse résolument positive 27 ans plus tard dans son chef-d'œuvre L'Esprit des lois. Il va sans dire que dans cette grande œuvre ultérieure, lorsque Montesquieu décrit les lois de fonctionnement des sociétés comme je cite, des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses, il est déduit de ses observations de nombreuses sociétés à travers le monde. Mais déjà dans les lettres persanes, il suggère au moins une loi sociale fondamentale, c'est-à-dire que l'autorité politique, lorsqu'elle est ni tempérée par l'affection, ni limitée par de sages conseils, devient despotique et perturbe le fonctionnement naturel de la société humaine. Donc on voit à quel point la société et son fonctionnement autonome, régi par des lois que les observateurs sont capables de découvrir, constituent un des sujets clés de ce roman. Je me tourne maintenant, et je vais conclure aussi rapidement que possible, je me tourne maintenant de nouveau vers l'Allemagne et l'affaire Christian Wolff. Contrairement à Montesquieu, Wolff ne se sert pas du mot de société dans le discours, societas en latin, mais le concept est pleinement là. Quand Wolff parle de la Chine, ce n'est pas de son gouvernement qu'il parle. Comme je l'ai dit, il soutient que déjà, sous une dynastie du premier millénaire avant Jésus-Christ, le gouvernement chinois s'est écroulé depuis la régénération du pays, a été mené non pas par les empereurs, mais par des sages tels que Confucius. Il affirme que selon les Chinois, la sagesse commence par la culture de la raison individuelle qui permet aux personnes de reconnaître le bien et le mal et de réguler leur conduite en conséquence. Après avoir appris à le faire, ils peuvent ensuite assumer la régulation des familles et enfin, peut-être, aspirer à des responsabilités publiques, tout en s'efforçant à chaque étape de servir d'exemple à ceux qui sont sous leur autorité. En d'autres termes, la base fondamentale de l'ordre public est la maîtrise rationnelle qu'un homme exerce sur ses propres actions. L'Empire chinois ne connaît la prospérité que lorsque les individus résistent au vice et embrassent la vertu dans leurs interactions quotidiennes et privées. Wolff insiste particulièrement sur l'usage que les Chinois font du rituel et de la répétition pour inculquer la moralité, en commençant littéralement dès le ventre maternel. Je cite, « Une femme enceinte n'ose pas regarder des objets haineux ni écouter des voix lascives, écrit-il, mais plutôt des chants au sujet de la bonne gestion du foyer. » L'image que Wolff donne de la Chine est celle d'une société autorégulatrice, et dans cette société, la révélation divine et la grâce, voire même le sens du divin, ne sont pas nécessaires à la construction d'un ordre moral authentiquement vertueux. De manière frappante, la conclusion de Wolff sur les Chinois rejoint l'observation ironique formulée par Usbek dans les lettres persanes au sujet de ces pauvres Européens privés de la véritable connaissance religieuse islamique. Laissés à eux-mêmes, privés de saintes merveilles, ils suivent dans le silence les traces de la raison humaine. Par ailleurs, Wolff applique aux données sur la Chine dont il dispose l'esprit de système qui caractérise l'ensemble de son œuvre, ainsi que l'approche adoptée de plus en plus par les observateurs du monde non européen au début du XVIIIe siècle dont j'ai parlé plus tôt. Voici comment Wolff parle des grands livres de la philosophie chinoise qui paraissent à première vue désordonnés et confus. Je cite, «
j'ai découvert qu'une certaine sagesse cachée y était dissimulée, bien que son expression exige une grande habileté. Il n'est pas modeste, celui-ci. Et en effet, j'ai compris que, bien qu'ils ne semblent suivre aucun ordre apparent, ils sont reliés entre eux par un lien d'une parfaite harmonie. Pulcherrimo nexu inter se coherere. Comme dans le cas de Montesquieu, dans la pensée de Wolff aussi, après 1721, la réflexion sur le monde non européen et l'idée de la société vont tous les deux occuper une place de plus en plus grande. Malgré son insistance sur le fait que ses lectures chinoises n'ont fait que le confirmer dans les idées qu'il avait développées de manière indépendante, Wolff continue très souvent d'écrire sur la Chine. En 1725, par exemple, il republie un ouvrage très technique sur les rendements céréaliers, c'est un polymathe, auquel il ajoute cette note d'introduction, je cite, « Autrefois, il était d'usage en Chine de philosopher de telle manière que tous les enseignements fussent rendus utiles à la vie humaine, et particulièrement dans le foyer et dans les arts. Les longtemps pensé que nous devrions philosopher dans le but de servir la vie. Philosopher dans le but de servir la vie, comme les Chinois. 4 ans plus tard, il prononce son discours à l'université de Marbourg, intitulé « Du roi philosophe et du philosophe gouvernant », qui traite en détail de l'histoire chinoise. Comme je l'ai dit, il ne se sert pas du mot « société », « societas », dans le discours de 21, mais détail intéressant, il introduit fréquemment dans tous ses travaux ultérieurs. Dans son discours sur les rois philosophes, il discute de manière dont, et je cite, « les êtres humains se sont réunis pour former une société ». Il parle de l'utilité et de la nécessité de la philosophie pour atteindre les objectifs particuliers de la société. Il compare la quête de perfection des individus à celle de la société tout entière vers le bien commun. Surtout, il soutient que même les rois philosophes ne devraient pas simplement imposer des lois à leur population, et qu'ils doivent étudier le peuple qu'ils gouvernent et consulter ses membres, étudier ainsi la société. Il fait la louange de l'empereur chinois légendaire Jun pour avoir sollicité les commentaires et les suggestions du public. Dans les années 1740, à travers d'importants traités sur le droit naturel et le droit des nations, Wolff développe une théorie complète de la société humaine. Suivant Pufendorf et anticipant sur Jean-Jacques Rousseau, il identifie l'origine de la société dans des liens qu'il appelle la société, dans les liens de sympathie affective plutôt que dans de simples contrats formels. Poussant jusqu'à leur conclusion logique des idées déjà esquissées dans son horizon de 1721, il propose une théorie de la société qui ne laisse aucune place à Dieu dans le fonctionnement des affaires humaines. Il n'est pas le seul penseur de son époque à concevoir la société sous cet angle, bien sûr, mais il est sans doute le premier à en faire le cœur de tout un système philosophique global. Et quoiqu'il reste relativement inconnu hors de l'Allemagne, il devient le philosophe allemand le plus important entre les règnes de Leibniz et d'Immanuel Kant. J'espère vous avoir persuadé des liens très forts qui unissent, pour ainsi dire, ces deux pans des Lumières, qui semblent à première vue si différents l'un de l'autre. Le président baron de Montesquieu, ce noble plein d'esprit, d'imagination et d'audace, qu'a-t-il de commun avec le professeur Wolff, ce savant d'origine populaire, si sérieux, si flegmatique? Le monde des salons et des romans vendus sous le manteau, qu'a-t-il en commun avec une université créée pour servir la monarchie disciplinée et agressive des Hohenzollern? Et pourtant, malgré les différences entre les hommes et entre les milieux, un fil très fort les unit. Voici deux hommes qui, tous deux, sont tout à fait conscients de ce que nous considérons aujourd'hui comme une première mondialisation. Le premier bordelais, sa conscience des échanges à l'échelle mondiale est facile à comprendre. Le second vient d'Allemagne centrale, où l'impact de cette mondialisation est, pour le moment, beaucoup plus faible. Mais, comme je l'ai dit, il est un citoyen enthousiaste de la République des lettres, un membre correspondant de la Royal Society. Il est tout à fait conscient de l'expansion des échanges mondiaux et du regard de plus en plus approfondi et systématique de l'Europe sur le reste du monde. Voici donc deux hommes qui, à la fin des années 1710, commencent à réfléchir de manière systématique aux peuples asiatiques, les Perses, les Persans d'un côté, les Chinois de l'autre. Ces réflexions les conduisent ensuite à développer, dans le cadre d'un roman pour le premier, d'un discours universitaire pour le second, des généralisations sur la société
en tant qu'espace autonome et autorégulateur des relations humaines. Ils sont tous les deux obsédés par la vertu, mais contrairement à d'autres penseurs de l'époque, ils s'accordent à dire que l'origine de la vertu ne se trouve ni dans le gouvernement, ni dans la religion, mais dans les relations humaines propres à chaque peuple et dans les leçons données par les sages, autrement dit, dans le cœur de la société. C'est là toute l'importance de la parabole des troglodytes chez Montesquieu et de l'histoire de la Chine pré-confucienne chez Wolff. Les deux hommes vont donc tous deux jouer un rôle majeur dans ce qu'on a appelé la découverte de la société à cette époque, une découverte qui, comme je l'ai dit, a de nombreuses sources intellectuelles, certes, mais où la réflexion sur les peuples extra-européens occupe une place capitale. Et il y a davantage. Grâce au succès fulgurant du roman de Montesquieu et à la controverse énorme suscitée en Allemagne par le discours de Wolff, ces deux événements intellectuels sont, je dirais, à l'origine même de ce chapitre capital de l'histoire des Lumières. Cette histoire connectée, si l'on peut l'appeler ainsi, révèle sous un angle différent les liens entre les Lumières et les profondes transformations qui ont marqué le XVIIIe siècle. Elle montre à quel point les idées des Lumières se sont développées de concert avec ces changements. La semaine prochaine, je vais poursuivre ce thème, mais encore une fois en changeant d'angle d'attaque. Je passerai de la recherche de la société à la recherche de l'individu et de la personnalité individuelle. Je montrerai comment les Lumières ont négocié la tension entre deux conceptions du moi qui étaient toutes deux nouvelles au XVIIIe siècle. D'une part, celle d'un individu radicalement indépendant, un acteur libre dans un nouveau monde capitaliste, et d'autre part, celle de l'individu formé par et peut-être à la merci de la société. Pour ce faire, j'évoquerai encore deux personnes, deux grandes figures des Lumières, atlantiques cette fois, et je mettrai en lumière les points communs entre deux hommes qui, une fois de plus, semblent à première vue assez différents l'un de l'autre. Jean-Jacques Rousseau, que vous reconnaissez sans doute, et aussi mon compatriote Benjamin Franklin. Merci beaucoup. Merci infiniment David pour cette conférence passionnante et très originale dans la façon que tu as de connecter et de rapprocher ces deux auteurs, ces deux textes, ces deux événements, très stimulant et convaincant. Et c'est vrai que c'est la première fois que je les vois comme ça réunis. Je pense qu'il y a au moins deux, on va avoir un petit moment de discussion avec ceux qui le souhaitent. Il y a, je pense, deux points très, très marquants qui ressortent de ta conférence. Et d'une part, et ça c'est assez évident, mais c'est important de le rappeler, c'est la dimension effectivement européenne des Lumières. Et je trouve que là, le rapprochement est tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, si tu reviens en arrière, ce que tu as dit, on peut même aller encore plus loin, parce que quand tu dis que Christian Wolff est peu connu en dehors d'Allemagne, je remarque que le portrait gravé que tu as mis là est un portrait qui était vendu en France, à gauche en entrant par la rue Dauphine, rue d'Anjou. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, vous pouviez aller acheter un portrait gravé. Ce n'est pas encore tout à fait des figurines Panini, mais on n'en est pas loin. Et donc c'est quand même quelqu'un qui est assez connu en France à cette époque-là, pour qu'on puisse aller acheter son portrait gravé. Ce n'est pas un portrait juste dans un livre, c'est un portrait gravé. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste de la réception de Christian Wolff en France, mais en tout cas, les mêmes débats, voilà, l'idée que ces débats ont lieu, et souvent, ils ont été étudiés de manière très cloisonnée, avec cette idée qu'il y a des lumières allemandes, des lumières françaises, et en réalité, les mêmes débats circulent, les mêmes questions sont traitées différemment. Et donc ça, merci de l'avoir non seulement rappelé, mais démontré, y compris par des auteurs qui ne se sont pas influencés mutuellement. Donc ça, c'est encore plus, d'une certaine manière, encore plus convaincant. Et puis la deuxième grande leçon, évidemment, c'est ce que tu montres sur cette question de l'invention de la société comme espace autorégulé de relations par la confrontation avec d'autres cultures, d'autres sociétés, justement, d'autres peuples. Et alors, peut-être là une question pour lancer la discussion, parce qu'évidemment, ce qui me frappe, c'est que dans le rapprochement,
bon, mais Wolf, donc il met quand même, il va chercher avec la Chine, l'exemple chinois, un modèle justement de société autorégulée produisant la vertu par la catégorie des mœurs. Or, Montesquieu, il est fameux pour une chose, c'est pour le fait de ne pas reconnaître aux Chinois, justement, d'être du côté des anti-chinois, si on peut dire, puisque notamment dans l'esprit des lois, fameusement, il y a ce fameux chapitre où il dit la Chine est un État despotique dont le principe est la crainte. Et ce qui lui a été beaucoup reproché, Voltaire, qui était plutôt du côté Wolf, qui au contraire voyait effectivement dans la Chine confucéenne un modèle de société autorégulée, lui a beaucoup reproché, d'autres aussi. Alors est-ce que, dans ton esprit, le fait que justement ces deux auteurs que tu rapproches, dans leur perception de la Chine comme type de société autorégulée ou au contraire soumise au despotisme oriental, leur divergence, est-ce qu'elle est finalement anodine par rapport ou secondaire par rapport à la question théorique et conceptuelle de la société? Est-ce qu'elle est liée à des sources différentes dans leur manière d'appréhender la question, les sources chinoises? Ou est-ce qu'elle est liée à des conceptions différentes justement de ce qui fait autorégulation dans une société? Et est-ce que dans ce cas-là, le concept de société devrait être un petit peu pluralisé pour comprendre ce qui fait justement l'autonomie d'une société? Oui, merci. Non, merci pour ces questions. Je dirais une chose à propos de cette gravure. Si Wolf est connu en France, c'est surtout pour être un martyr, je pense. Voltaire a beaucoup écrit sur Wolf, mais surtout sur le fait que Wolf était chassé de l'université de Halle par un roi idiot, un Trump de ses jours, pour ainsi dire. Et par ailleurs, Voltaire remarque aussi, Wolf, oui, il a souffert pour la bonne cause, mais il était illisible. Et donc, il y avait des Français qui lisaient Wolf plus sérieusement, mais généralement, là, sur des questions le langage philosophique était tellement différent que c'était difficile à apprécier du côté des Français. La question que tu poses sur la Chine, oui, c'est passionnant. Là, et bien, c'est parce qu'évidemment, oui, pour Montesquieu, la Chine devient le modèle même d'un despotisme où c'est la crainte qui règne, qui est le principe. Je pense qu'avec la Chine, c'est là où on arrive vraiment aux limites de ce que j'ose appeler l'objectivité de ces auteurs au XVIIIe siècle, parce que généralement, ils trouvent dans la Chine ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire que, par exemple, Voltaire, dans l'essai sur les mœurs, où il fait une éloge de la Chine, pour lui, la Chine, c'est le site d'une confrontation entre deux tendances religieuses. À la fois, il y a le confucianisme qu'il aime beaucoup, qui est rationnel, une sorte de religion naturelle, et puis il y a le bouddhisme qu'il assimile presque entièrement au catholicisme, avec les bonzes, c'est-à-dire les moines, avec ses intolérances et tout. Et donc, par exemple, Voltaire trouve cette conflit au cœur de la Chine. Wolf, il veut trouver ce modèle d'une société vertueuse par lui-même, et donc il aime ça. Montesquieu a besoin de modèles de despotisme pour prouver son cas. Donc, même après les discussions qu'il a eues 30 ans auparavant avec son ami Arcadio Wang, je pense que dans les années 40, 1740, quand il commence à écrire l'esprit des lois, il cherche plutôt, parce que là, il veut toujours avoir des modèles et des contre-modèles. Donc l'Angleterre, évidemment, la France aussi, au milieu, tiraillée entre les tentations républicaines et despotiques. Et pour lui, la Chine est irrésistible pour lui de servir de modèle de despotisme. Mais oui, aussi, oui, pour la notion de société telle qu'elle développe au cours du XVIIIe siècle se différencie absolument. Et le modèle développé par Montesquieu est assez différent de celui développé par Wolf dans ses écrits surtout sur le droit des gens, où Wolf suit de beaucoup plus près Pufendorf et d'autres et inscrit la notion de société dans le courant de la loi naturelle, tandis que Montesquieu a ses propres
idées beaucoup plus originelles, à mon avis, sur la société. Donc oui, je suis d'accord, mais je n'avais pas eu le temps dans le cours de toute expliciter, où vous seriez là jusqu'à 21h. Bon, on pourrait. Alors, on va attendre du coup la séance de la semaine prochaine pour poursuivre la conversation. Donc, merci beaucoup, David. Merci à tous et à toutes. Et donc, on se retrouve lundi prochain. Merci. Merci.